Donc, c'est vrai qu'on a communiqué un peu tardivement. On en refera d'autres de webinaires en actualisant peut-être, bien sûr, dans les trimestres qui viennent. Donc, alors, moi, je suis Michel Cessédou, je suis à Ginus Montpellier, société AIT. Alors, juste en quelques mots rapidement, ce n'est pas le but du webinaire, hein. Aginus, c'est un ensemble, on va dire, coopératif d'organismes de formation présents dans toutes les régions en France. Et l'avantage, c'est que pédagogiquement, on travaille ensemble, on échange les bonnes pratiques, les nouveautés pédagogiques, les nouveautés légales aussi. Donc, au lieu d'être seul dans notre coin, en 2009, on a créé ce réseau Aginus, tout à fait amical. On connaît les organismes, on connaît les patrons de chaque organisme, donc on se confie nos apprenants d'une région à l'autre en toute confiance parce qu'on se connaît, qu'on a les 06 de chaque patron sur nos smartphones, il n'y a jamais de souci. Et voilà, et c'est tout à fait sympathique. C'est pas un nom qui est utilisé commercialement et communiqué au niveau national, mais chacun, quand on a des clients nationaux, on peut rassurer nos clients en leur disant les personnes qui sont dans vos agences, on sait à qui on les confie, on sait que les formations seront correctes. Voilà ce qu'est Aginus, un réseau collaboratif d'une quinzaine d'organismes de formation, plus une vingtaine de partenaires de ce réseau, que l'on connaît bien aussi, avec qui on travaille dans les petites villes ou dans les grandes villes aussi d'ailleurs. Voilà ce qu'est Aginus. Et donc, ce webinaire a été organisé par Aginus, et donc les uns les autres, vous avez été invités soit par AIT Montpellier, soit par AFIB à Mérignac, soit par Formatique Centre à Tours, soit par Valence, soit par Lyon à Bélis, voilà, par exemple. Donc, on est présent dans toutes les régions françaises. Donc, une idée de Cyril en collaboration avec moi, on a organisé ce webinaire et puis euh, ça permet aussi de vous informer que nous avons au niveau Aginus, donc au niveau national, nous avons aussi des formations cybersécurité qui sont mutualisées. Elles sont en distanciel avec des plateformes à distance pour faire les travaux pratiques. C'est animé aussi par Cyril, ces formations sont animées. Il y en a quelques-unes d'ici la fin de l'année, il y en aura d'autres l'an prochain. Et c'est mutualisé au niveau national, ce qui fait que, contrairement à beaucoup de formations informatiques, si vous vous inscrivez, on ne va pas vous faire le coup de dire ah ben finalement, 10 jours avant, il n'y a pas assez d'inscrits, on vous repousse sur une session dans 2 mois ou dans 3 mois. Là, ces sessions, elles sont sûres de se dérouler, elles sont validées déjà, donc effectivement, on peut avoir des personnes, des apprenants de toute la France. Voilà, pour juste vous présenter qui sont les organisateurs de ce webinaire et, euh, et par qui vous avez été invité, des membres de ce réseau Aginus ou des partenaires de ce réseau Aginus. Donc, on est là pour parler de la sécurité des réseaux Windows essentiellement, mais de manière plus large, la cybersécurité. La plupart des entreprises tournent sous Windows Server, Windows Active Directory, en local, on-premise, comme on dit, hein, en bon franglais, ou alors en cloud, et des postes, bien sûr, utilisateurs Windows. Donc, tout ça, on a des formations très développées là-dessus, mais là, on en discute de tout ça et c'est présenté, tous ces sujets, par notre maître d'œuvre, Cyril. Cyril, je te laisse la parole. Très bien, donc bonjour à tous, merci d'être là. Et puis pour ceux qui souhaitent visualiser le replay, j'espère que cet échange vous plaira. Alors, comme on n'est pas nombreux, du coup, je pense qu'on peut vraiment plus facilement parler d'échange, donc n'hésitez pas à intervenir librement. Voilà, tant qu'on n'est pas plus que ça, ce sera facile, donc n'hésitez pas. Et puis l'idée, c'est pas du tout pour moi de monologuer et de proposer des idées ou des solutions. C'est vraiment de pouvoir discuter de ce sujet de la cybersécurité qui, évidemment, comme on le sait, est très tendance et d'actualité, mais enfin, c'est une actualité qui dure, puisque ben voilà, la sécurité, ce sont des questions qui sont là depuis longtemps et qui vont continuer d'être là certainement très longtemps. Donc, il y aurait mille façons d'essayer d'échanger sur ce sujet et puis aussi moyen d'inviter pas mal de compétences autour de la table. Peut-être que vous êtes un expert juridique de la norme 27001 ou que vous êtes un spécialiste du pare-feu voilà, donc il y a plein de métiers. De mon côté, très simplement, je suis sur le terrain et en tant que formateur Microsoft aussi en formation, bien sûr, sur cette partie administration, système et réseau. Donc, le prisme par lequel je vous propose cet échange, c'est un prisme vraiment très terrain de dire, voilà,
on a un certain nombre de dangers, si on peut dire, ou en tout cas de choses qui peuvent venir nous embêter dans l'entreprise ou nous causer des dommages et des problèmes, toute cette actualité de la sécurité sous toutes ses formes. Et nous, on est sur le terrain et on essaye que ça n'arrive pas, on essaie d'avoir les bonnes pratiques, on essaye de donner les bons conseils. Donc voilà, c'est sous cette petite compétence d'administration système et réseau que je vous propose d'approcher ce sujet pour faire un tour d'horizon d'un petit peu des éléments qui peuvent venir, entre guillemets, nous attaquer, ou en tout cas qui peuvent venir semer la panique dans l'entreprise très concrètement. Ça va aller d'un email à d'autres moyens et d'autres solutions. Et donc de dire déjà dans un premier temps de quoi on parle, contre quoi on essaye de se protéger, et puis ensuite tranquillement ensemble, on va voir, je vais vous proposer après avoir dit de quoi on parle en termes d'attaque ou de danger, de dire qu'est-ce qu'on peut faire, par où est-ce qu'on peut commencer. Donc je vais vous proposer un petit exercice ensemble très, très simple où chacun va pouvoir de son côté avec son réseau et avec son environnement informatique, se dire tiens, finalement, j'aimerais bien que tout soit parfait, mais comme c'est pas facile, on va déjà commencer par ça, et puis ensuite je vais faire ça. Donc je vais vous proposer un petit tableau ensemble à enrichir chacun avec votre environnement pour se dire par où commencer. Donc après avoir dit quels sont les ennuis possibles, qu'est-ce que je peux faire et dans quel ordre je vais m'y prendre, vu que je ne peux pas être de partout à la fois. Peut-être que vous avez autour de vous une grande équipe, c'est tant mieux. Peut-être que vous avez comme moi personne. Le point commun, ou en tout cas ce sujet de la cybersécurité, on sait aujourd'hui qu'il touche tout le monde. Donc aussi bien une structure avec un tout seul qu'une structure multinationale avec des agences de partout. Et les petites entreprises, les très petites entreprises, on va le voir juste avec quelques chiffres, sans nous abreuver de chiffres, on a ça partout, mais on voit avec quelques chiffres que les petites structures sont une cible tout à fait privilégiée, malheureusement, et elles sont au moins autant que touchées que les grandes. Donc finalement, qu'on soit petit, moyen ou grand, qu'on soit du monde de l'informatique, mais surtout d'autres métiers, on est tous la cible de ces attaques et de ces ennuis. Et c'est vrai qu'on commence à se dire maintenant, la question, c'est pas est-ce que ça va arriver, mais c'est quand est-ce que ça va arriver. Donc si vraiment c'est aussi sûr que ça va arriver, eh bien on peut peut-être se dire, ok, ça va peut-être arriver, mais moi je vais quand même prendre des précautions, je vais quand même prendre le taureau par les cornes et puis faire en sorte que si ça arrive, eh bien ça m'impacte le moins possible. Donc voilà, l'idée c'est, après avoir mis en perspective les actions qu'on peut faire chacun dans son environnement, c'est de dire, et là ce sera un petit peu ma casquette d'administrateur Windows, aussi bien côté serveur que côté client, je vous proposerai d'échanger sur ce qu'on a comme outil très concret dans l'environnement Microsoft, puisque c'est l'environnement sur lequel je peux vous proposer cet échange. Qu'est-ce qu'on a comme outil très concret pour renforcer notre sécurité un petit peu tout azimut? On ne parlera pas trop technique, mais on parlera un petit peu technique. Ce sera juste un passage pour lancer des pistes. Et puis après avoir dit ce qu'on a dans cet environnement serveur et client très concrètement pour se défendre et se protéger, eh bien on pourra essayer de voir quel changement d'habitude ça suppose de notre part, de la part des utilisateurs, bref, quel changement ça suppose, après avoir aussi parlé des risques, enfin des risques plus ou moins de l'impact, de la mesure de l'impact que peut donner telle ou telle attaque, tel ou tel ennui. Donc voilà, je voulais vous proposer pour démarrer de façon assez conventionnelle sur ce sujet, de donner quelques chiffres, et puis la communication autour de ce webinaire avait été faite en disant qu'on essaierait d'aborder ces questions qui sont juste reprises comme ça, comme d'abord parler des dangers, de ce contre quoi on essaye de se battre et de se protéger au niveau du réseau, et puis donc de définir ses priorités et de parler des outils comme c'est indiqué, et finalement de voir ce qu'on peut faire comme changement dans notre façon de travailler. Quelques chiffres, si vous le souhaitez, pour justement se demander si ce qui fait souvent la une, c'est quand même pressant ou pas si pressant que ça.
Voilà les chiffres, on les trouve de partout. Ça peut être des variantes de ces chiffres-là, mais ceux-là sont tirés un petit peu de l'ANSSI, l'organisme de référence sur la sécurité, et puis de la CNIL. Juste quand on dit ça, ça inquiète quand même déjà pas mal en nous disant que depuis la crise sanitaire, donc on a plus 400% de cyberattaques. Donc ça, tout de suite, ça fait réfléchir. Vous avez sans doute autour de vous des entreprises qui ont eu des ennuis, qui se sont fait attaquer. Alors ce terme d'attaque, c'est vrai qu'il nous parle à tous. C'est pas toujours quelqu'un c'est pas toujours un geek, sans que ce soit du tout péjoratif, mais quelqu'un qui est au milieu de la nuit, dans son bureau ou sa chambre, à essayer d'entrer chez vous. C'est pas toujours ça. C'est beaucoup plus simple, malheureusement, dans la plupart des cas. Ça va être un mail, hein, puisque 90%, 80% des attaques sont conduites par un simple mail. Donc c'est un mail qu'on reçoit, et puis à ce moment-là, voilà, on fait le clic de trop. Parce qu'on est un peu fatigué, ou parce qu'on voilà, le truc est tellement bien fait que finalement on est trompé. Donc c'est pas toujours une attaque frontale, c'est évidemment quelque chose qui est déployé chez nous, un virus ou autre chose, et qui va venir donc faire du dégât chez nous. Mais donc ces attaques, les chiffres sont assez édifiants, sont vraiment en forte hausse. L'Internet regorge de sites qui montrent des cartographies d'attaques en direct live. Et si vous voulez ouvrir en parallèle un petit navigateur sur Internet pour aller, par exemple, taper Sonic Wall ou Kaspersky Map, vous tapez le mot map et puis un des ténors des antivirus, vous allez tomber sur des sites très colorés qui font un petit peu peur, comme celui qu'on a ici en fond d'écran, où on a en live les attaques qui sont en train de se dérouler sur la planète. C'est voilà, donc là c'est Sonic Wall Security Center. Vous pouvez taper dans votre navigateur. Alors j'ose pas enlever mon fond d'écran, mais je vais le faire quand même. J'espère que je n'aurai pas trop mal à remettre le PowerPoint, parce que Teams a l'air de faire un peu des blagues aujourd'hui, mais je peux pas résister à l'envie de vous proposer un visuel. Voilà, sur le site Sonic Attack Map de chez Sonic Wall, où on a sous les yeux donc les attaques qui sont réelles en ce moment. Et ces attaques, pourquoi on les voit? Parce ce sont les grands antivirus, les grands systèmes de protection, en l'occurrence là de chez Sonic Wall, mais les concurrents font la même chose. Ce sont ces outils de protection, probablement dans des grandes entreprises, dans des administrations et à des endroits un petit peu stratégiques, qui font remonter ces statistiques, disant on est en train d'être attaqué, voilà le type d'attaque, etc. Donc bon, ça fait un petit peu guerre des étoiles, et puis en ce moment on n'a pas besoin de ça. Mais si on clique un petit peu sur cette page pour qu'on regarde les statistiques, on s'aperçoit que bien on a des intrusions d'un petit peu tous les genres, et on peut facilement déduire quelles sont les intrusions qui sont les plus probables. Et ça nous amène à essayer de dire contre quoi on essaye de se protéger. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui justement ont subi, je ne sais pas, des cryptos, des attaques sur leur site, ou chez des proches, des entreprises proches? Cyril, donc c'est Hugo de chez Abelis. Mhm. J'ai déjà eu dans une ancienne entreprise du phishing, où j'ai reçu un mail en fait avec ça ressemblait à une interface Microsoft qui me demandait de changer mon mot de passe. Et quand on regardait un petit peu mieux l'adresse mail, on se rendait compte que ça ne venait pas de Microsoft. C'est ça, d'accord. Et du coup, sur l'instant, ça vous a trompé. Vous avez saisi un mot de passe ou un nom ou quelque chose comme ça? Alors j'ai eu la chance, donc c'était dans mon tout début de carrière, donc je connaissais pas encore justement toutes ces attaques. Et j'ai eu la chance d'avoir un collègue qui est passé derrière et qui avait déjà ouvert ce mail-là parce qu'on l'avait tous reçu en me disant qu'il fallait absolument pas que je clique dessus. Donc j'ai eu cette chance de ne pas me faire avoir. Alors, D'accord. c'est vrai, si je peux me permettre d'intervenir, que dans les mails, on a des adresses, des liens hypertextes qui ressemblent aux vraies adresses, mais en général, si on laisse la souris juste au-dessus du lien, il y a la vraie adresse qui est cachée derrière ce texte.
qui finalement n'est pas la vraie adresse. Hein, voilà, il y a www.banquepopulaire.com, et en fait, quand ça sourit dessus, on voit que c'est pas du tout la vraie adresse qui est cachée derrière ce lien. Donc ça, c'est la précaution minimale. Chaque fois que ça semble être un vrai mail et qu'on a un doute parce que c'est la CAF, parce que c'est la banque, qui normalement ne mettent pas de lien, quand on laisse sa souris au-dessus du lien, dans la bulle apparaît la vraie adresse qui est derrière, et en général, ça n'a rien à voir, et ça peut être du point rue, du point NK, enfin des adresses qui ne sont pas du tout en France. Et déjà, ça, c'est une bonne piste. Voilà. Mais effectivement, les pièges sont tellement bien faits. Moi-même, hein, une fois, j'ai cru commander un produit, et au final, la page de validation de mon paiement était un peu bizarre, et pourtant, je suis très, très à cheval sur tout ça, quoi. Hein. Et, euh, et au final, écrit en dessous, en gris sur gris, donc c'était illisible, mais en changeant les couleurs, j'ai pu voir que, en fait, au lieu de payer le produit que j'ai acheté, c'était un tirage au sort, et que je m'étais engagé à payer 89 € tous les 15 jours. Voilà. Donc, j'ai fait bloquer, bien sûr, par la banque de suite, mais c'était extrêmement bien fait, extrêmement trompeur. Voilà. Et on a beau être sur les gardes, ben, loi de Murphy, un jour ou l'autre, on prendra le mauvais chemin, accidentellement. Voilà, c'est juste ma petite intervention. Oui, oui, pardon. Je voulais juste, si c'était possible, donner mon témoignage également. Moi, je Bien suis sûr. Morissette Bernard. Moi, ça m'est arrivé d'une façon extraordinaire. J'avais commandé un taxi. Là-dessus, donc, le taxi m'a demandé mon adresse mail, une fois que j'étais à l'intérieur du taxi qui était arrivé. Hein. Et quand j'ai donné mon adresse mail, eh ben, systématiquement, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais un prélèvement tous les mois de 40 € qui venait de cette société qui n'était même pas taxi, c'était une société fantôme. Voilà. Et il a fallu que ma banque fasse une enquête et qu'elle bloque tout ça. Donc, de façon, sur un coup de fil, quoi, finalement. C'était même pas par mail ou par, voilà. Mais j'ai donné mon adresse mail. D'accord, d'accord. Alors, bien sûr, les façons d'attaquer sont très, très vastes. J'avais, pour donner juste là aussi une anecdote, mais qui fait réfléchir, dans l'une des formations, on était plusieurs, et quelqu'un de très jeune était là, on donnait 22 ans, même pas, et il nous dit, je suis maître de conférence, enfin, en tout cas, j'interviens en université sur le sujet de la sécurité, et donc on l'a tous regardé en disant, mais t'es jeune, quoi. Il me dit, oui, c'est mon problème, donc j'ai un problème de crédibilité. Et on lui dit, alors comment tu fais? Et il nous a dit, bah, c'est assez simple en fait. En début de conférence, je passe devant le premier rang de l'amphithéâtre, hein, où tout le monde est assis, et j'ai dans la poche une antenne spéciale, voilà, et je capte tous les numéros de carte bleue et les informations de tous les gens du premier rang, et je les affiche au tableau ensuite. Et il nous l'a fait. Et effectivement, ça ne nous a pas fait rire. Donc, il nous a affiché nos informations de carte bleue instantanément au tableau. Dès après, je peux commencer. Donc, on voit comme ça que quelqu'un avec une antenne qui promène, bon, c'est très classique, hein, dans le métro à Paris ou autre, voilà. Et des choses comme ça, des anecdotes, on en a plein. Et du coup, on est obligé de faire un petit peu une cartographie justement de quel type de danger nous guette, si je puis dire. Ça va être un peu différent selon qu'on est un particulier ou qu'on est une entreprise, mais voilà, le type de danger, c'est le genre de statistiques qui sont à l'écran, qui sont toujours issues d'il y a quelques jours sur ce site de Sonipol, ou d'autres, c'est pareil, où on nous dit un petit peu comment les entreprises sont attaquées. Et quand on regarde, alors le truc qui fait le plus peur, parce que c'est peut-être enfin peur, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas qui nous interpelle directement, c'est les problèmes de crypto. Donc vous voyez que les chiffres sont déjà impressionnants parce que ce sont des chiffres par rapport à l'année d'avant, donc plus 22% de malware, etc. Et on voit plus 2051% de crypto-jacking. Donc ça, concrètement, ça veut dire que un logiciel a crypté des fichiers dans l'entreprise, et ensuite, eh bien, on va demander des sous à l'entreprise, pour faire simple. Donc, très clairement, ça devient une des menaces qui fait notre quotidien, même à la télé, puisqu'on a souvent voilà, les hôpitaux, des choses comme ça, très, 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 très visuelles et choquantes qui montrent qu'ils ont été attaqués. Et donc, les choses contre lesquelles on essaye de se protéger, eh bien, c'est un petit peu ce qu'on a sur cet écran. C'est-à-dire, on va essayer de se protéger contre les logiciels qui vont crypter des données dans l'entreprise.
Alors, les crypter, les détruire ou les crypter dans le but de demander une rançon, normalement, le but, c'est de demander des sous. Il faut savoir que ça fonctionne très très bien. Le record est de 70 millions de rançons qui ont été payées. Donc ça vaut le coup, si on se met du mauvais côté de la force, si je puis dire. C'est rentable. Une petite entreprise, c'est très facile de lui demander, j'ai plusieurs exemples, de lui demander 5, 10 000, 15 000 euros. Une fois que l'adrénaline est passée, on va dire, du responsable, il va quand même se mettre autour de la table en se disant, bon, c'est où je suis bloqué. Alors si vraiment il est arrivé à cette situation où il a perdu ses données, puisque sinon l'attaque est un peu ratée, mais il va se dire au bout d'un moment, bon, je suis très énervé, certes, mais il va falloir que je continue à travailler. Donc, est-ce que je donne ces 15 000 euros et j'espère que la clé qu'on va me donner va me permettre de récupérer mes données, ou est-ce que je passe en force, je donne rien du tout et mon entreprise, elle est arrêtée parce que j'ai plus ma compta, j'ai plus tout ça. Donc, c'est vrai que ce premier danger, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le premier danger, ça va être ce type de danger d'avoir des données qui sont ou détruites, ou cryptées. Et puis, si on regarde un petit peu dans les autres dangers, alors le phishing dont vous parlez bien sûr, le but du phishing, c'est finalement d'arriver à nous faire, à ce qu'on donne une information intéressante. On nous fait croire qu'on arrive sur une page, effectivement, comme celle-ci, ou d'autres, et puis sur un petit coup de fatigue, on va quand même saisir vite fait un nom et un mot de passe, puis ça ne marche pas et on n'insiste pas. Sauf que voilà, on a fait cadeau de notre nom et notre mot de passe à quelqu'un qui, bien sûr, derrière, va essayer de s'en servir au maximum. Donc ça, on sera plus sur une problématique de phishing. Ça marche encore très fort, le phishing. C'est quelque chose qui est simple. N'importe qui peut mettre en place une opération de phishing en envoyant un petit mail et en espérant que 1 sur 100 ou 1 sur 1000 ait un coup de mou et clique sur ce mail, aille sur une page web et finalement saisisse pendant 30 secondes ce qu'il nous faut, un nom, un mot de passe, pour ensuite vite essayer de s'en servir. Il va être envoyé sur sa banque, il va être envoyé sur GoVoyage, sur les voyages, sur des choses comme ça. Il suffit de tomber pile sur quelqu'un qui était justement là-dessus et hop, on peut passer. Donc le phishing est une des attaques les plus faciles à faire, qui peut rapporter gros, puisqu'évidemment, on vient de récupérer le nom et le mot de passe de la personne. Donc voilà, le crypto, le phishing, qu'est-ce qu'on a encore? Alors les histoires de spam, c'est-à-dire d'envoyer massivement des mails, tout ça est un peu en perte de vitesse. Et puis, grosso modo, tout ce qui va permettre finalement de demander de l'argent. Donc, rentrer dans l'entreprise pour détruire ou prouver qu'on est capable de détruire et ensuite demander des sous. Voilà, c'est vraiment ça qui va être l'objectif. Et du coup, nous, on est obligé, sans forcément connaître le détail et la façon dont l'attaque va se dérouler, on va être obligé d'essayer de se protéger contre ça. Ce qui va passer par à la fois des changements d'habitude ou des bonnes pratiques, à la fois par des investissements sur du matériel, à la fois, tous les coûts vont être permis, à la fois sur la formation, sur dire aux gens, attention, on sait bien qu'il faut faire attention. Alors nous, on sait parce qu'on est attentif et en plus on est proche de ces sujets, mais l'utilisateur X qui veut juste faire son métier qui n'a rien à voir avec l'informatique, il en a un petit peu marre qu'on le stresse avec ça. Pour vous donner une petite anecdote encore, dans une grande entreprise industrielle là, de l'Est de Lyon, ils ont fait une fausse campagne de phishing. C'est très à la mode. Donc, le service informatique envoie un faux mail disant à tout le monde cliquez ici, cliquez là, et puis il voit qui est-ce qui s'est fait avoir finalement. Et parmi les gens qui se sont fait avoir, il y a mon ami dans la vie, et donc elle a eu le droit, donc elle s'est fait avoir, et elle a eu le droit à une vidéo de 20 minutes obligatoire, une vidéo de formation de 20 minutes obligatoire. Donc tous ceux qui se sont fait avoir par la fausse campagne de phishing du service informatique ont été obligés de regarder cette vidéo, et ça a été suivi par leur hiérarchie. Mais ça m'a beaucoup amusé parce que elle ne voulait absolument pas voir cette vidéo. Je voyais bien la résistance
d'un utilisateur, entre guillemets, lambda qui a un autre métier que l'informatique. Et vraiment, ça l'a saoulé, cette vidéo. Elle a soudoyé tout le monde, y compris mon fils, pour qu'il regarde la vidéo à sa place. Et je me suis dit, voilà la problématique, c'est qu'on essaye de donner des informations sur des bonnes pratiques, etc. Et puis, voilà, on s'aperçoit que les gens ont envie de penser à autre chose qu'à ça. Donc, le phishing et ce genre de campagne est très, très fréquente dans les entreprises aujourd'hui pour essayer d'expliquer aux gens que c'est important de faire attention à ce qu'on fait, faire attention aux mails sur lesquels on clique, faire attention aux clés USB qu'on va manipuler, faire attention à ne pas se partager des mots de passe, faire attention à toutes ces choses. On va redire un petit peu lesquels. Mais en tout cas, les dangers contre lesquels on essaye de se protéger, ils sont divers, mais c'est surtout des choses finalement assez simples. C'est un mail qu'on reçoit et qui va essayer de détruire des informations dans l'entreprise. C'est aussi du vol d'informations. On nous parle beaucoup de fuite de données. Les hôpitaux, bien sûr. Vous avez sur Netflix et sur Arte, si vous tapez, si vous cherchez cybersécurité, quelques 2 ou 3 reportages très intéressants. Et dans l'un de ces reportages, un médecin parisien a oublié de fermer l'accès à ces données pendant un soir parce qu'il voulait qu'un de ses stagiaires, si ma mémoire est bonne, puisse y accéder de chez lui pour vite terminer son mémoire. Bref, il a oublié de fermer l'accès à son système. Et du coup, évidemment, tout de suite, les robots l'ont détecté et ont récupéré de l'information. Et ils ont envoyé les dossiers médicaux sur Internet. Donc, les dossiers médicaux ont été publiés alors que ce médecin, entre guillemets, n'est personne, c'est pas une multinationale, etc. Et du coup, concrètement, maintenant, quand les gens tapent leur nom sur Internet, eh bien, ils ont n'importe qui tape leur nom, ils ont leur dossier médical, ils ont la totalité des informations qui viennent de ce médecin. Donc, ce médecin a été retrouvé, etc. Et il explique qu'il il a fait l'erreur un soir. Donc, c'est là aussi où je veux en venir, c'est qu'on essaye de protéger le système, quelle que soit la façon, les outils, etc. Mais le jeu est un peu inégal parce que ceux qui doivent faire attention au système doivent être bons tout le temps, finalement, alors que celui qui attaque a besoin d'y arriver une fois. Donc, on devrait avoir plus de mérite, sans aucun doute, déjà pour ça, parce que, voilà, il faut qu'on soit bon tout le temps, il faut que jamais on clique sur le mail par inattention, il faut que jamais l'administrateur réseau il ait une faille dans son pare-feu, etc., etc., alors que l'attaquant, lui, il a besoin d'y arriver juste une fois. Et ça, c'est la difficulté parce que eh bien, l'attaquant, grâce aux logiciels tout prêts qui vont surveiller en permanence sans fatigue, c'est juste un algorithme qui teste des mots de passe, c'est juste un algorithme qui essaye de voir par où rentrer dans l'entreprise si on n'a pas oublié de fermer une porte ou une fenêtre, un port, un flux réseau, etc. L'algo, lui, il n'est jamais fatigué et il attend. Et il attend, et un jour, vous allez oublier de refermer une porte parce que un prestataire informatique qui vient vous aider a besoin d'accéder à votre réseau depuis l'extérieur. Et puis ce soir-là, vous avez oublié de refermer, ou bien il a mis un mot de passe trop simple, vous lui avez fait confiance et puis il a mis un mot de passe un petit peu trop simple, comme ça arrive trop souvent. Les robots qui attaquent ont un dictionnaire avec tous les mots de passe les plus connus de tous les systèmes, ils savent faire ça à la vitesse de l'éclair. Donc des mots de passe trop simples, ils vont être vite trouvés. Et ça aussi, ça fait partie des choses finalement assez simples qui sont très, très exploitées, d'utiliser des mots de passe qui vont avec des appareils. Et des appareils, on en a partout. On a nos PC, on a nos serveurs, on a maintenant tous ces IoT, tous ces petits appareils, les webcams, etc., qui sont de partout. Donc là, ça amène cet écosystème très, très riche, informatique très, très riche, amène aussi un autre type d'attaque. Cette fois-ci, c'est d'exploiter des failles de ces systèmes. Donc là, cette fois, on n'a pas reçu un mail, on n'a pas fait une faute, etc. Là, c'est une vraie attaque où quelqu'un va venir essayer d'exploiter une des failles du système. Alors, ça peut être une des failles du système Windows, pourquoi pas, ou d'un logiciel, comme il y en a toujours, il y en aura toujours, je pense. Et puis, ça peut être aussi des failles de ces petits appareils qui sont autour de nous et qui sont pas forcément bien sécurisés, même assez peu sécurisés, ou parfois pas du tout, et d'essayer de rebondir sur ces appareils pour finalement atteindre quelque part de plus intéressant. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des choses qui remontent dans la conversation. Michel, comme tu as proposé de m'aider à suivre ça, n'hésitez pas à noter des petites choses aussi. Julien
Julien qui nous a dit qu'il était en train de préparer des campagnes de phishing et qu'il avait pu le tester dans une Ouais, configuration de exact. test et que ça a marché bien. Voilà. Ouais, Alors, exactement. Alors, pour pas les citer, c'est avec Men in Black, voilà, qui font ça. Et voilà, j'ai pu le tester sur une configuration de test avec eux. Et voilà, je vais le proposer très très prochainement à mes clients. Je pense que voilà, ça va permettre ensuite de vendre autre chose, du coup de la formation à la sensibilisation, ce genre de choses, quoi. d'accord, C'est oui. l'idée, en tout cas. Alors c'est forcément une bonne idée, j'allais dire, parce qu'on constate sur le terrain que on a vraiment un gros travail à faire pour aider à l'utilisateur, et nous, on est aussi utilisateurs, bien entendu, mais pour vraiment faire prendre conscience de l'importance. Comme je dis, une personne peut bloquer toute l'entreprise. N'importe qui a un petit coup de mou et qui clique là où il ne faut pas, ou voilà, qui est trompé d'une façon ou d'une autre, n'importe qui peut bloquer toute l'entreprise. C'est aussi simple que de cliquer dans un mail et que le mail envoie un crypto sur le serveur de fichiers, par exemple. Le serveur de fichiers, il va être détruit ou crypté, donc inutilisable. Et voilà, une seule personne a réussi à bloquer toute l'entreprise. Et c'est ça aussi la difficulté, c'est d'avoir le moins de failles possible et le moins de maillons faibles dans cette chaîne. Et les utilisateurs, plus ils sont nombreux, plus ils vont être, plus ça va être possible de les tromper. Sur le phishing, quand on essaye d'emmener les gens sur un faux site, j'allais dire, tant qu'on essaye de les tromper une première fois avec des infos, voilà, vers la banque, vers des choses comme ça, un petit peu externes de l'entreprise, déjà, malheureusement, ça a du succès et on voit que tout le monde, et en plus, même en termes de hiérarchie et de poste, tout le monde se fait avoir. On ne peut pas dire les gens du haut, du bas ou du milieu sont plus attentifs que les autres. Non, vraiment, on s'aperçoit dans les statistiques que de haut en bas des postes, on se fait avoir pareil. Donc ça peut être assez drôle et assez réconfortant quelque part. Donc même ceux qui ont des données sensibles, c'est surtout ça que je veux dire, qui devraient être très attentifs, se font au moins autant avoir que les autres. Donc c'est pas mal. Et puis si dans le phishing, façon de parler, et si dans le phishing vous arrivez à inclure un petit élément qui donne confiance à l'utilisateur parce que vous avez réussi à usurper une information de l'entreprise interne, je donne qu'un seul exemple réel, dans une entreprise où en fin d'année il y a un petit jeu où tout le monde joue et puis il y a un système aléatoire qui fait qu'il y a des gagnants et les gagnants gagnent des sous, des vrais sous, et il y a des jolis montants. Donc le jeu du lapin, pour ne pas le nommer, en fin d'année, c'est la crise d'épilepsie générale où tout le monde va faire ses petites parties de jeu du lapin. Bon, et l'année dernière, ça a très bien marché. Et j'ai proposé de faire une campagne de phishing. Au lieu d'envoyer vers un site de banque ou un truc de vacances, tout ça, je dis on peut faire jeu du lapin 2, tout simplement. Le simple fait d'avoir écrit dans le titre jeu du lapin 2, donc finalement d'avoir utilisé un élément que les gens connaissaient dans l'entreprise, alors là, les premiers tests, c'était un carnage. Tout le monde a cliqué comme un furieux sur le jeu du lapin 2. Et si on avait fait une belle page derrière, on récupérait la moitié des mots de passe de la moitié du personnel. Donc il y a moyen d'être vraiment très très vicieux en se disant, mais j'espère que le pirate ne va pas y penser, parce que s'il nous fait jeu du lapin 2, tout le monde clique comme un fou. Donc voilà, il y a moyen dans le phishing de tromper très très facilement les gens en utilisant donc encore un autre aspect, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, où finalement on pourrait dire on exploite le petit coup de mou des gens, la faiblesse des gens, parce qu'ils n'ont pas que ça à penser. Et voilà, on en profite pour essayer d'avoir une information dont on va se servir pour atteindre quelque chose de plus intéressant. Donc oui, le phishing est vraiment assurément quelque chose qui amène du succès. Donc les éléments contre lesquels on essaye de se battre, c'est bien sûr pas exhaustif, c'est pour dire vraiment les choses les plus probables, c'est un petit peu ça. Et puis, pour dire un peu de chiffres toujours, qui est touché, alors c'est tout le monde, et vous voyez dans ces quelques chiffres, on s'aperçoit que les petites entreprises sont une cible vraiment privilégiée. 69% des attaques sont vers les TPE, et les PME, c'est peut-être aussi parce qu'elles sont, c'est pas toujours vrai, mais peut-être moins sécurisées, parce que voilà, on n'a pas une équipe de fous pour s'occuper de tout ça. Et puis, c'est peut-être aussi plus facile de demander un montant raisonnable, 5 000, 10 000, 15 000 euros, comme je disais. Ça fonctionne très, très bien. Et bien entendu, le pirate qui vous a envoyé un mail qui a crypté vos données, il a tout intérêt
que si vous payez, eh bien, vous récupériez vos données. Donc, il y a aussi cet espoir ça fonctionne assez souvent, de pouvoir récupérer ces données si on paye, parce que si on ne les récupérait jamais, plus personne ne payerait. La France est en très très bonne position pour ce type d'attaque, on est quasiment les plus attaqués. Est-ce que c'est parce qu'on paye plus que les autres? Certains le disent, mais du coup, comme ça marche, ça entretient le moule, si je puis dire. Et vous pouvez voir que au niveau des secteurs d'activité, tout le monde aussi est touché. Donc le domaine scientifique, le domaine médical, il y a beaucoup d'hôpitaux. Alors ça a fait la une des journaux très très souvent. À côté de chez moi, ou chez au nord de Lyon, à Villefranche-sur-Saône, ils se sont fait tout détruire. Voilà, donc la santé est une cible privilégiée puisque chaque information, alors détruite c'est une chose ou cryptée c'est une chose, mais chaque information volée, donc là c'est plus intéressant pour le méchant de faire du vol d'informations pour le revendre. Chaque information a une valeur et on parle de plusieurs euros pour la moindre information, quand ce n'est pas dizaines d'euros, quand il y a des informations cumulées avec un nom, un âge, etc. Donc c'est très très lucratif. Et donc voilà, tous les domaines sont touchés, et les entreprises d'un côté, et puis vous pouvez voir donc sur la droite aussi les particuliers. On a tous, quand ça ne nous est pas arrivé à nous, quelqu'un dans la famille, dans les proches, qui a réussi à se faire voler son compte sur quelque chose, un réseau social, autre chose. Et c'est vrai que ça fait pas rire, quoi. Ça fait pas rire. Il y a tout le côté psychologique, il y a le côté financier éventuellement. Enfin, il y a tout qui joue et qui fait qu'on se sent vraiment escroqué, hein, vraiment. Donc, le type d'attaque, c'est un peu ça. Qui est touché? Finalement, c'est un petit peu tout le monde, on peut dire, aussi bien particulier qu'entreprise, et dans les entreprises de toutes les tailles. Plus c'est grand, plus c'est gros, plus peut-être ça va rapporter des sous. Mais en fait, apparemment, le marché des petites structures est bien plus intéressant pour un hacker qui a aussi peut-être moins de moyens pour organiser une attaque plus complexe, parce que une attaque, c'est pas forcément simple à faire, et certaines surtout les attaques sur les États. L'Allemagne a été, si vous regardez les reportages sur Arte, c'est édifiant comme l'Allemagne s'est fait voler des choses, a été attaquée plusieurs fois au plus haut niveau, au niveau européen, et c'est prouvé, et ils le savent, et ils ont pas caché. Donc on voit bien que même eux, c'est pas facile d'assurer la sécurité. Donc un petit peu tout le monde est touché, malheureusement, je serais tenté de dire. Bon voilà, le type d'attaque, c'est un petit peu ça, le blocage, tout ce qui est cryptage, phishing, fuite de données, vulnérabilité logicielle. Donc parmi les failles dont je parlais, il y a bien sûr les failles d'un petit peu tout, le matériel, les systèmes d'exploitation de Windows et les autres, et puis les logiciels eux-mêmes. Donc voilà, je reviens. Alors je voulais vous proposer, justement, après avoir dit il y a beaucoup d'attaques et on est tous touchés, je voulais vous proposer d'essayer de faire un petit exercice ensemble, ou en tout cas une petite réflexion ensemble, de quelque chose de tout simple, pour essayer de se dire, bon, d'accord, admettons que je vais être attaqué un jour, mais si je veux me protéger, par où commencer justement? Alors, si vous êtes dans la partie informatique, au service IT, à la DSI ou à la sécurité, etc., là, c'est un sujet qui est presque votre quotidien. Si vous n'êtes pas technicien, mais que vous vous dites, tiens, j'ai quand même, moi, une entreprise qui doit continuer de marcher, même si vous êtes tout petit comme moi, vous n'avez pas envie qu'on vienne vous détruire vos données, etc. Donc finalement, je vous propose un petit exercice assez simple que vous pouvez faire avec un simple crayon si vous avez ça de votre côté, en faisant un petit tableau comme ça, un petit tableau qui peut vous aider, j'espère, à essayer de mettre en perspective vos priorités. Donc chacun peut le faire un peu de son côté. Je vais le faire avec vous. On n'est pas nombreux, je pense qu'on peut tous participer. Si je vous demande, dans votre entreprise, quels sont... Alors, dans ce petit tableau, pardon, que je le présente, on a une première colonne, comme vous voyez, vous pouvez faire ça en 4 coups de crayon, une première colonne avec les ressources. Alors, ce que j'entends par ressources, c'est qu'est-ce qu'il y a d'important dans votre système d'information, qu'est-ce qu'il y a d'important dans votre informatique. Est-ce que l'important pour vous, c'est votre logiciel de comptabilité? Est-ce que c'est la capacité à imprimer parce que vous êtes un transporteur et si ça n'imprime plus, les camions ne partent pas, donc c'est votre serveur d'impression? Est-ce que, en termes simples, qu'est-ce qui est important chez vous?
Est-ce que c'est la sauvegarde? Est-ce que c'est votre Active Directory pour parler technique? Donc, on va essayer, je vais vous proposer de me dire ce qui est important chez vous. Je finis juste la description du tableau qui semble pas compliqué, comme vous voyez. Donc, en premier, on va dire ce qu'on aimerait protéger. Et puis ensuite, avec gravité de la panne, on va essayer d'estimer si c'est grave. Admettons que ce truc-là ne marche plus. Est-ce que c'est grave? Alors bon, je vais faire très court, hein, mais grave, ça veut dire est-ce que beaucoup de gens vont être impactés ou finalement pas tant que ça? C'est peut-être des VIP qui vont être impactés, mais ils sont peut-être pas nombreux et finalement c'est pas si grave que ça. Donc voilà, d'essayer de donner un chiffre pour dire c'est pas très grave, on va mettre 1, ou bien c'est très grave, là il n'y a plus personne qui travaille, tout le monde rentre chez lui, c'est 5. Est-ce que c'est grave? Troisième colonne, quelle est la probabilité que ça arrive? C'est pas facile d'évaluer tout ça, mais à un moment donné, il faut essayer. Quelle est la probabilité que mon serveur de fichiers soit crypté? Quelle est la probabilité qu'on attaque mon annuaire Active Directory, qu'on me vole des comptes avec leur mot de passe? Bon, voilà. Quelle est la probabilité que ça arrive? Et puis, si ça arrive, donc là, on valide que c'est arrivé. Est-ce que c'est facile à réparer? Donc, la difficulté de la réparation, est-ce que je vais réparer en 1 heure, en 4 heures, en 1 semaine, en 5 mois? Quelle est la difficulté? Alors, c'est un petit tableau sans prétention, tout simple. On essaye de remplir ça avec quelques sujets. Et puis ensuite, on va faire une multiplication des chiffres qu'on va obtenir. Et ça peut vous donner un ordre d'idée de finalement votre priorité d'action. Je veux bien vous solliciter pour essayer de faire ce petit tableau avec vous. Alors, j'ai normalement, voilà. Si vous voulez voir oui, je suis formateur, j'ai gardé mon petit tableau de formateur derrière moi et je peux vous proposer quelles choses sont importantes dans votre entreprise et dans votre système d'information, qu'est-ce qui vous permet de travailler au quotidien dans votre informatique? Quelles sont les ressources? Internet, ça me va. D'accord pour Cyril, Internet. Oui. Cyril, juste pour intervenir sur un petit sujet, je me souviens qu'il y a peut-être 15 ou 20 ans, il y avait eu un sondage, j'avais vu ça, un sondage sur un site sérieux informatique, qui posait comme question aux différents responsables informatiques, l'administrateur réseau, le DSI, etc., le responsable des serveurs de fichiers, au bout de combien de temps vous pensez risquer votre poste si vous n'arrivez pas à dépanner? Et Oui. donc, ceux qui étaient le plus sur la sellette, ceux qui pensaient être le plus sur la sellette, c'était les gens qui géraient la messagerie. Et déjà, il y a 15 ou 20 ans, ils pensaient que si, au bout de 15 minutes, ils n'avaient pas restauré la messagerie, ils risquaient leur poste. C'est quand même effarant, quoi. J'espère qu'ils se trompent, hein, parce qu'on flippe quand même aujourd'hui quand la messagerie ne marche pas. C'est ça, c'est ça. D'accord, alors Voilà, Internet, je bien veux sûr. juste rajouter cette remarque. Alors attends, moi je rajoute messagerie, parce que ça, évidemment, quelqu'un va le dire. Une plateforme? À quoi pensez-vous, comme disait... Une plateforme? Oui, mais vous pensez peut-être à quelque chose de précis. Non, pas spécialement. Internet, alors, du coup, non? C'est ça? L'accès à une plateforme de facturation ou autre, une application Moodle, une plateforme Moodle. Voilà, oui, voilà. Effectivement, oui. Si on est un organisme de formation et qu'on appuie tout sur Moodle, on n'a pas un accès Internet, effectivement. Alors, on va avoir... Pour moi, Moodle, ce serait d'accès Internet. Pour moi, Moodle, ce serait dans la catégorie accès Internet, puisque en général, c'est en ligne. D'accord, c'est un Moodle en intranet. Alors, d'accord pour ça. Donc, l'accès à des services, à des plateformes, à des services sur Internet, oui. Si je vous dis, par exemple, alors, pour pas faire trop de place à droite, pardon. Bon, je ne vais pas tricher, mais on garde l'idée, bien entendu, parce que je vais avoir besoin de place. Qu'est-ce qu'il y a d'important chez vous? Si je vous prends vos fichiers, est-ce que c'est grave ou pas? Bien sûr. Oui, alors on va avoir bien sûr tout ce qui est document. Fichiers commerciaux, fichiers de gestion de l'entreprise. Oui, alors moi en tant qu'admin, ça veut dire le serveur de fichiers où tout le monde met ses affaires. On est bien d'accord. Tout à fait. D'accord. D'autres idées de choses à protéger? Est-ce que les sauvegardes, par exemple? Oui, parce qu'on vient d'avoir un serveur de fichiers avec les sauvegardes. Hein. Ouais, ça dépend ce qu'on a comme type de sauvegarde. Hein. Si c'est directement, moi, je sais que tout est sauvegardé via Microsoft. Hein. Alors vous avez raison. C'est peut-être pas. Je vais peut-être pas le mettre avec les autres.
Après, il y a un Confiance à truc, Microsoft, oui, du coup. oui, ou à Oui, un autre outil. Oui, oui, on pense, je pense qu'on est beaucoup à penser à la mésaventure d'OVH où les sauvegardes étaient stockées à côté des serveurs. Donc, quand ça a brûlé à Roubaix, les données ont brûlé et les sauvegardes ont brûlé en même temps. Pour les premiers niveaux d'abonnement sauvegarde, c'est bien spécifié dans les conditions que c'était sauvegardé sur le même site. Voilà, il faut un niveau un peu plus cher pour être sauvegardé sur un autre site, genre les données à Roubaix et les sauvegardes à Strasbourg. Là, tout a brûlé en même temps et il y a plus de 2000 entreprises et associations qui ont perdu toutes leurs données et dont les recours ne donneront rien de toute façon, puisque c'était dans les conditions de leur abonnement. C'est ça. Alors, je vais faire très court parce qu'on comprend l'idée. Moi, il y a un truc qui, en tant qu'administrateur, m'inquiète, alors surtout si on est une entreprise Les d'une certaine logiciels, taille. Alors, les logiciels, d'accord. gestion, Ouais. compta Et oui, ou tous les, applications spécifiques. Hein. c'est ça. Tous les logiciels métiers, la compta, etc. Donc, en tout cas, les logiciels dont on a le plus besoin, chacun va pouvoir mettre les siens de son côté. Ils sont certainement très différents d'une entreprise à l'autre, mais en tout cas, les logiciels métiers. J'avais aujourd'hui quelqu'un, c'est quelqu'un qui gère l'ensemble des lycées de toute la Loire-Atlantique. Bon, il y a 50 000 utilisateurs au total, ils ont 600 applications. Donc, vous voyez un peu l'ambiance. Donc, des logiciels, oui, des logiciels dont on a besoin. Et puis moi, au niveau de la technique, je pense toujours, surtout sur une entreprise d'une certaine taille, à l'Active Directory. Alors, ça parle moins aux non-techniciens, mais l'Active Directory, c'est tout simplement l'endroit où on met la liste des utilisateurs avec leur mot de passe, la liste des groupes, et c'est en fait ce qui fait marcher tout le reste. En tout cas, si on est dans l'environnement Microsoft, sans Active Directory, on peut tout simplement rentrer chez soi. On ne risque pas d'avoir accès ni à notre messagerie, ni à nos fichiers, etc. Enfin, pour grossir le trait. Donc, l'idée de ce petit tableau, c'est d'essayer, pour se dire, OK, je risque d'avoir des tas d'ennuis, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est d'essayer de mettre d'un côté les éléments qui sont importants, et puis après, d'essayer de mettre en face un certain poids pour dire est-ce que c'est grave? Alors, au début, je vous le dis tout de suite, on a envie de dire que tout est grave. Mais finalement, en mettant en perspective, on s'aperçoit que selon le sujet, finalement, tout le monde n'est pas bloqué, tout le monde n'est pas impacté. Voilà, donc ça permet d'arriver à mettre un poids. Disons que 1, c'est pas grave et 5, c'est grave. S'il n'y a plus d'Internet, qu'est-ce que vous auriez envie de mettre? Pas grave, moyennement grave, très très grave. Bah, pour moi, ça serait très grave. Si on n'a plus l'internet, on ne peut plus bosser. C'est possible. Bah oui, c'est sûr, ça m'est arrivé. D'accord. Voilà, ça dépend de l'activité. Ça dépend de Voilà. l'activité, Centre de effectivement. formation en informatique, panne générale d'Internet avec Orange pendant toute la journée. Plus accès à Mais rien ça du dépend tout. les cours. Ça dépend les Hein? cours. Si vous avez que des Non, mais il cours, n'y avait si vous plus n'avez que. d'Internet. Même Mais si pour vous nous, n'avez- pour travailler. Je ne parle pas des cours, je parle Ah, nous voilà. pour travailler Voilà. entre nous. Même accès à nos fichiers, on n'avait accès à plus rien du tout. D'accord. Après, ça Voilà. dépend où sont Même plus de stockés les téléphone. logiciels et fichiers, non? Parce que si journées tout est stocké sur un pédagogiques. serveur local, Non, mais Oui, d'accord, mais mais bon. si on est en SaaS, plus d'Internet, on n'accède à plus rien. Ah ben Voilà, oui. merci. Dans ces Voilà, cas-là, voilà. tout à Donc fait. effectivement, là, d'une situation à l'autre, selon qu'on est très ou pas un peu moins dépendant d'Internet, effectivement, on va mettre un chiffre très différent. Donc pour vous, ce sera plutôt un 5. Pour d'autres, ce sera Et plutôt puis, peut-être un 2. Voilà. et puis, beaucoup de gens ont de la voix sur IP aujourd'hui. Donc, plus d'Internet, ça veut dire plus de téléphone aussi. Donc là, la communication avec les clients devient difficile sans téléphone. Oui, oui. Bon, on sera peut-être plus proche du 5 alors que du 2, alors avec tout ça. D'accord, je vous reçois 5 sur 5. Bon, la messagerie, ça fait flipper, mais en fait, si on y réfléchit bien, plus de messagerie. Est-ce que tout le monde rentre chez lui dans l'entreprise ou est-ce que finalement on peut quand même continuer à travailler un peu? On peut continuer à On peut gérer, travailler. ah oui, on peut gérer les mails en retard, enfin. Oui, enfin, d'accord. Bon, évidemment, chez Moi, chaque je mettrais 2, situation, ouais. C'est pas ça, dramatique, ça. ça vous irait un 2, allez, ça me va aussi. Bon, alors là, par contre, c'est un peu plus sensible. Si on n'a plus le serveur de fichiers, est-ce que tout le monde rentre chez lui ou est-ce qu'il y en a qui bossent encore? Alors, vous allez me dire, Non, on peut encore. Voilà, ça dépend parce qu'on a souvent des fichiers en local, des copies en local, et puis de plus en plus, on a du cloud avec une synchronisation. Donc, si mon serveur de fichiers, c'est du cloud, effectivement, je peux avoir une
une synchronisation avec une copie cachée. Donc, ça dépend vraiment de la configuration. Si c'est un serveur fichier interne, si effectivement on travaille avec ces fichiers au quotidien, ben on est un peu beaucoup embêté. Oui, ouais, Donc, ouais. on ne rentrera pas forcément chez soi parce qu'il y a du ménage et du rangement à faire, mais on ne travaillera pas forcément, effectivement. Et oui, Encore une là, fois, ça ça va. dépend de la Moi, je configuration, mettrais effectivement, 4 d'où ou 3, 4. une gravité qui dépend. Effectivement, là, ça va être très, très variable. Bon, admettons que finalement, on en ait très, très besoin, pourquoi pas 4, mais de toute façon, on comprend que ça va être le système. Alors, les logiciels métiers, là, ça va vraiment, vraiment dépendre de votre quotidien. Si votre quotidien, c'est d'arriver au travail et de lancer l'appli spéciale qui vous permet de travailler toute la journée, sans cette appli, vous pouvez rentrer chez vous. Si effectivement, c'est juste la compta, ou la paye, c'est peut-être grave, mais en fait, ça gêne presque personne, sauf ceux qui s'occupent de la compta et de la paye. Donc là, évidemment, il faudrait lister les logiciels un par un. Et bien sûr, c'est l'idée de faire ça chez soi, de lister les logiciels les plus importants et en face de mettre un poids. Alors là, je vais mettre un peu n'importe quoi, mais voilà, J'aime aborder avec le client ce problème de cybersécurité. si je dis la paye, Là, c'est bien ce qu'il dit, faire une liste des priorités. Et puis, une fois qu'on sait qu'on est dans la merde, qu'est-ce qu'on peut dire? oui, ça c'est français, on se comprend. Ça, c'est important. Et c'est vous qui allez mettre les poids en face des logiciels qui, pour vous, sont importants. Et puis, la liste peut être très longue. Et quand on a du temps en formation sur ces échanges, on a des fois des listes vraiment longues. Mais voilà, juste pour en finir, l'Active Directory, donc cette histoire d'avoir la liste des gens et des groupes. Alors, si on ne l'a pas, oui, c'est très grave. Là, il y a plus personne qui peut travailler, tout simplement. Donc là, on a essayé, chacun de notre côté, d'évaluer une gravité. La probabilité, j'essaye de faire pas trop long, on va essayer de faire très court, même si ce sera forcément géométrie variable. Quelle est la probabilité qu'il y ait une panne d'Internet pour vous? 1, c'est quasi impossible, c'est très très rare, et 5, ça arrive très très souvent. Plus d'Internet, on fait quoi? Un 1 ou un 2? C'est quand même pas souvent qu'on n'a plus d'Internet. C'est assez rare, oui, effectivement, de nos jours. Sauf si on est à la campagne, effectivement. Bon, allez, je dis un pour proposer quelque chose. Plus de messagerie. La probabilité que la messagerie soit en panne sur cette année, est-ce que ça vous est arrivé? Une vraie panne qui dure un peu? Ouais, nous, ça nous est arrivé. Ah mince. Ça nous est arrivé. Suite à plusieurs coupures de courant, plusieurs chocs électriques, les serveurs ont redémarré, mais pas la messagerie. Exchange on-premise, qui a eu du mal à redémarrer. Et c'est moi qui le gère habituellement. Et bien sûr, c'est toujours les jours où je ne suis pas là que ça arrive, ce genre de problème. Hein. C'est normal. Quand il y a un dossier informatique, hein, ça c'est la loi de Murphy. Et donc, j'ai dû faire intervenir une société partenaire qui me seconde, on va dire, sur la maintenance. Et il a fallu 1 jour et demi quand même pour tout rétablir. Et surtout la communication finalement entre Exchange et l'Active Directory. Ça a été ça le plus délicat parce qu'ils étaient désynchronisés, ils ne voulaient plus se synchroniser. Voilà. Et donc là, effectivement, 1 jour et demi, c'est embêtant. Hein. Donc, alors là encore, ça va dépendre de tout, du système qu'on utilise. Est-ce que c'est que dans le cloud? Est-ce que c'est chez nous, etc. Mais alors, je ne sais pas quoi mettre, peut-être un 2. Voilà, je vais faire très, très court. Les fichiers, la probabilité pour que votre serveur de fichiers soit en panne, est-ce que ça vous est déjà arrivé de mémoire dans les 5 dernières années? Vous n'avez plus accès aux fichiers pendant 24 heures? Pour nous, non. Ça me semble faible. Non, jamais. Allez, on va dire que c'est faible, ça ne nous ferait pas rire, mais c'est faible. Et puis, les logiciels qui soient en panne, bon là, c'est un peu plus délicat. Je ne sais pas quoi mettre, peut-être un. Oui, dites-moi. Moi, j'aurais mis un petit peu plus quand même, parce que si un logiciel est en panne et que vous êtes obligé de travailler, que vous ne pouvez pas bosser parce que votre logiciel est en panne et que plein de collaborateurs sont impactés, moi, je mettrais plutôt 3. Hein. Non, mais là, c'est pas la gravité, Ça va là, dépendre. c'est la probabilité. Ça va dépendre. Ah oui, pardon, probabilité, Ouais. pardon. Ben, je mettrais 1. Alors oui, on ne peut pas s'empêcher d'anticiper pour la colonne d'après, on est bien d'accord. Donc oui, la probabilité, je ne sais pas, 1 ou 2, etc., quelque chose comme ça. La probabilité qu'Active Directory soit en panne, j'aide à répondre, vu que je suis dans mon sujet, c'est faible. C'est faible parce qu'on prend des précautions, les administrateurs, et on a plusieurs serveurs qui s'occupent de ça. Donc, normalement, c'est très, très faible. Je vais dire 1 si vous me l'accordez. Allez, un petit dernier. Bon, admettons que ça nous soit arrivé. Admettons qu'on ait une panne d'Internet.
quelle est la difficulté de réparation a priori, donc difficulté, voilà. Est-ce qu'il va falloir faire appel à 150 prestataires? Est-ce que ça va durer 2 jours ou est-ce que ça va être un truc assez facile à réparer, même si ça nous embête, mais est-ce que c'est difficile à réparer Internet pour vous? Il faut savoir d'où vient la panne. Parce Oui, que, c'est ça. voilà, c'est ça le problème. Et quand la panne est extérieure à l'établissement, que ça vient d'un fournisseur, donc c'est difficile. Hein. Les difficultés, ça peut être 5 si c'est pas nous qui avons la main pour avoir Montpellier, il y a 4-5 ans, un coup de marteau-piqueur malheureux et la moitié de Montpellier est restée sans Internet pendant 1 jour et demi à 2 jours et demi sur un seul câble coupé. Alors, donc là, on n'y peut rien, on attend. On n'a pas le choix. Parce que même voilà. la 4G, bien sûr, la 5G ne fonctionne pas dans ce cas-là. Si la coupure est plus Mais loin. finalement, la difficulté, elle est pas si grande que ça. On est très gêné, on est très impacté, etc. Mais à réparer, finalement, là, pour le coup, c'est facile. On a juste à attendre qu'il fasse le boulot. Donc là, en termes de difficulté, c'est pas difficile. On n'a même rien à faire, pour le coup. Des choses qui sont difficiles, par exemple, à Lyon, j'ai travaillé chez Ubisoft à la Tour d'Ivoire, où ils font du développement. Ils se sont fait détruire 4000 VM il y a quelques années, 4000 ordinateurs virtuels, 4000 serveurs. Ils ont mis des années, c'est toujours pas fini à remonter, à resécuriser tout ça. Là, on est sur quelque chose de difficile, on parle en années de réparation. Donc, voilà, pour s'aider. Alors, nous, évidemment, on n'est pas Ubisoft. Très grandes entreprises, moi, je ne me sens pas concernée. Mais oui, voilà. Bon, Internet, on va se faire aider. Allez, je vais dire qu'on va appeler le Prestat, on va demander de l'aide. Ça ne va pas être si difficile que ça. Je ne sais pas, peut-être 1 ou 2, voilà, quelque chose comme ça. La messagerie, ça peut être un peu plus compliqué parce que si elle est chez nous, il y a un logiciel complexe derrière. L'exemple dont tu parlais, Michel, toujours pareil. Allez, je ne vais pas nous faire perdre trop de temps avec ça. On va dire le serveur de fichiers, s'il est en panne, alors là, ça sent vraiment les ennuis parce que une panne, juste une panne, l'administrateur va probablement s'en sortir très vite. Par contre, si on parle de crypto et de choses comme ça, comme c'est notre sujet, un serveur dont les fichiers ont été cryptés, c'est très difficile à réparer. On fait même une prière pour qu'on y arrive un jour. Alors peut-être qu'on a une sauvegarde qui est bien faite et du coup c'est très facile de réparer. On va juste restaurer. Bon, on a bien fait notre travail, on a eu de la chance, c'est super. Peut-être qu'on n'a pas la sauvegarde qu'il nous faut et là c'est parti pour peut-être une rançon, peut-être payer, etc. Donc là, la difficulté va être très très variable, mais ça peut vraiment être de 1 à 5. Voilà. Bon, les logiciels, voilà, est-ce qu'ils sont faciles à réparer? Pas évident. Peut-être on est obligé de faire appel à l'éditeur pour réparer le logiciel, qu'il y a du délai, que donc on est parti pour 15 jours de galère ou même plus, parce qu'on ne sait pas, nous, réparer le logiciel de paye ou de compta ou autre. Donc là, on est dépendant de l'éditeur. Donc là, la difficulté, on peut l'évaluer, je dis n'importe quoi, voilà, à 3, etc. Réparer l'AD, ce ne sera pas difficile. Ce ne sera pas difficile parce c'est la première chose qu'on va sauvegarder. On a des sauvegardes, on a ce qu'il faut pour réparer. Donc c'est quelque chose de très, très grave, mais c'est quelque chose qui sera facile à faire repartir. Et là j'ai pas mal d'exemples. Vous m'avez compris, l'idée, c'est d'essayer de faire chacun de son côté, cette évaluation de son environnement. Et puis, normalement, voilà, on est sur la dernière colonne. Vous pouvez inventer un petit peu le système que vous voulez ou simplement faire une multiplication de tout ça. Donc voilà, 5 fois 1, fois 1 ou fois 2, allez, je prends 2. On va dire que ça nous fait 10. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Voilà, 4 fois, alors là, je vais être obligé de faire un choix. Allez, je vais dire 3 en intermédiaire. Donc 4 fois 3, 12. Voilà. La paye, finalement, 1 fois 3. Peut-être 6, non, pardon, 3 fois 2. Voilà, ça rigolait pas. On a un logiciel qui nous fait très, très peur. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est peut-être notre logiciel métier pour faire marcher toute l'entreprise du bâtiment. Oui, c'est ça, 3 fois 2, 6. Fois 3, 18. Et là, finalement, le truc qui aurait fait flipper n'importe qui dans la technique, finalement, c'est pas grave du tout, on tient 5. Vous pouvez essayer cette petite analyse de votre côté. Et quand on regarde les chiffres obtenus, alors qu'on a fait très vite et puis qu'on a chacun des résultats différents, finalement, on pourrait se dire, bon, ce qui est très grave chez moi, alors là, je ne sais pas à quoi je pensais en mettant ces chiffres-là, mais en tout cas, cette application-là, pour moi, elle est très, très importante. Donc, dans ma priorité d'action, ça va être de sécuriser cette appli métier. Je vais avoir
mon serveur de fichiers à sécuriser. Et puis peut-être après, admettons, parce que pour vous c'est important et sans ça vous ne pouvez pas travailler du tout, sécuriser votre Internet. Et on arrive assez souvent, pour avoir fait ça quelques fois, pas mal de fois, on arrive à quelque chose qui nous paraît en fait finalement assez cohérent, en se disant, ouais, ça c'est vrai qu'à la réflexion c'est très très important. Ça va être le numéro 2 parce que sans les fichiers, on ne peut rien faire. Donc voilà, c'était juste pour vous proposer ce genre d'exercice pour, de votre côté, quelle que soit votre taille, vous puissiez finalement prendre 10 minutes, 5 minutes pour savoir arriver à évaluer ce qui est important pour vous à protéger. À protéger. Voilà, je surveille l'heure. Voilà. Donc là, pour définir des éléments sur lesquels on va pouvoir travailler. Alors, bien sûr, en tant que technicien Windows, je voulais vous dire un petit mot, non pas pour faire de Microsoft, qui n'ont pas besoin de moi évidemment, mais surtout pour vous dire que dans l'environnement Microsoft, on a énormément d'outils et de solutions techniques qui vont nous aider à assurer cette sécurité et aussi bien sur les serveurs que sur le réseau et que sur les postes clients. Alors, les une ou deux diapos qui arrivent maintenant vont certainement plus parler aux techniciens, en tout cas ceux qui sont en charge de l'informatique. Mais juste pour dire que, par exemple, si vous vous dites, d'accord, on va essayer de protéger nos serveurs, on va essayer de protéger nos postes clients, on peut protéger déjà, on peut faire des actions sur Windows lui-même, donc l'OS Windows lui-même. Et dans ces actions, il y a plein de petites choses et de grosses choses. Enfin, on peut faire plein de choses en tant qu'administrateur pour améliorer et sécuriser Windows. La première préconisation, je ne vous apprends rien, ça va être de mettre à jour Windows. Donc on nous rabâche qu'il faut qu'on mette à jour notre Windows, déjà sur le poste utilisateur. C'est aussi quelque chose qui est une bonne idée sur les serveurs. Sur les serveurs, c'est plus délicat parce qu'ils sont importants, il y a plein de gens qui en ont besoin. Donc c'est vrai que quand on met à jour, on a toujours une petite anxiété de se dire si ça ne se passe pas bien, je vais impacter beaucoup de gens. Alors que quand on met à jour son PC chez soi le soir, si ça ne se passe pas bien, on va être énervé pour la soirée, mais il n'y a que nous qui est touché. Donc voilà, la mise à jour sur les serveurs n'est pas forcément simple, pourtant c'est important. Et puis d'autres actions, appliquer des modèles de sécurité, alors là je parle aux IT directement, et puis d'une façon générale sur ces serveurs, essayer d'avoir une gestion avec de la rigueur pour donner les droits justes, les droits nécessaires à tout le monde. Alors, en tant qu'utilisateur, moi, j'aime pas qu'on me bloque et j'aime pas que à chaque fois que je veux aller faire un truc, bah, il faille mettre un mot de passe, il faille demander l'autorisation, etc. Donc, c'est toujours assez agaçant et frustrant d'être bloqué, alors qu'on veut juste travailler et faire notre boulot parce qu'on est déjà bien sous l'eau. Mais de l'autre côté, il y a l'administrateur qui, s'il ne nous bloque pas, nous permet d'accéder à plein de choses. Alors nous, on n'a pas de mauvaises intentions, mais le virus qu'on va attraper dans notre messagerie, lui, il en a. Et si je peux accéder à plein de choses, le virus va pouvoir accéder à plein de choses. Et c'est le problème des logiciels qui vont crypter les fichiers, c'est que si l'administrateur n'a pas suffisamment verrouillé l'accès aux fichiers, le virus que je vais avoir, ça va être open bar pour lui. Il va accéder à beaucoup de fichiers, il va crypter beaucoup de fichiers. Donc l'administrateur va essayer de trouver un équilibre entre bloquer un maximum de choses tout en rendant la vie quand même supportable aux utilisateurs qui ont besoin d'imprimer, qui ont besoin d'accéder, etc., sans avoir toute la journée à taper des mots de passe et des choses comme ça. Donc c'est un équilibre pas facile pour défendre les IT, et c'est aussi un équilibre qu'il faut que les utilisateurs accepte quelque part. Alors, il faut être raisonnable, il faut que tout le monde puisse travailler, évidemment. Mais voilà, c'est un équilibre délicat parce que l'utilisateur, lui, il veut rien faire de mal, mais on va profiter de lui, de sa machine pour rebondir et pour faire du mal. Donc, on peut renforcer Windows, on peut renforcer Active Directory, donc le petit AD qui est écrit en dessous, c'est l'évaluation d'Active Directory pour ceux qui s'occupent de la gestion du parc. Alors concrètement, gérer ce parc, ça veut dire, enfin gérer cet annuaire Active Directory, ça veut dire
être très rigoureux sur les comptes, demander des mots de passe compliqués. On sait que ça nous agace, les mots de passe très longs, on n'a plus le droit de réutiliser les anciens, etc. etc. Mais aujourd'hui, les systèmes d'attaque sont tellement performants qu'un mot de passe de 8 caractères, il peut être cassé en quelques minutes. Donc, on va redire à l'utilisateur, excuse-moi, 8 caractères, ça ne le fait plus, il nous faut 12, et en plus, il nous faut des majuscules, des minuscules, des ceci, des cela. Donc là encore, voilà, on a encore des contraintes qu'on est obligé de pousser. Et puis d'une façon générale, l'administrateur de CETAD il pourra aller suivre les préconisations de Microsoft. Ça s'appelle les annexes de A à L. Il y a des centaines de pages qui vont l'occuper pour les soirées d'hiver. Et puis les recommandations de l'ANSSI ou d'autres sujets. Et puis cet administrateur du réseau va aussi essayer d'attaquer son réseau, ou en tout cas de faire des tests sur son réseau avec des logiciels de tests, de pen testing. Je mets Pincastle parce que c'est un produit très sympa et gratuit, mais il y en a d'autres, pas tous gratuits, qui peuvent dire on teste votre réseau, on a trouvé ça et ça qui ne va pas. Les tests sont pas forcément donnent des résultats qui ne sont pas forcément très complexes. Ce n'est pas les trucs de la guerre des étoiles. C'est juste de dire on a trouvé 3 personnes sur vos 1000 utilisateurs qui ont des mots de passe beaucoup trop simples. Il faut changer ça. Encore une fois, une seule erreur de notre part va permettre à l'attaquant de l'exploiter et de rebondir. Et s'il a de la chance, ou s'il est malin, ou s'il est fort, tout simplement, cet attaquant, il va le trouver, ce compte qui a un mot de passe trop simple, tout simplement parce que lui aussi, il a un logiciel qui va analyser et qui va trouver le mot de passe trop simple. Donc nous, on a un logiciel pour se défendre, lui, il a le logiciel pour le trouver, donc il va le trouver. Et s'il y a un mot de passe simple, ça peut être un problème. Donc c'est juste pour dire que dans l'environnement Windows, bien entendu, on a des tas d'outils qui peuvent nous aider. Je surveille l'heure, je vais essayer de ne pas trop déborder, pas beaucoup. Je vois le temps avance. Voilà. Côté serveur, encore un exemple avec le serveur de fichiers. Il y a plein de technologies dans le serveur de fichiers qui peuvent nous aider à protéger notre serveur de fichiers. En voilà quelques-unes pour ceux qui sont de la partie. Et puis, sur les postes clients, nos ordinateurs portables, on aime bien maintenant crypter toutes les données qui sont dessus, de façon à ce que si on oublie ou qu'on se fait voler notre portable, eh bien, celui qui n'accède à aucune donnée, celui qui nous l'a volé n'accède à aucune donnée. Donc, la techno s'appelle BitLocker ou une autre. Donc, voilà. Et d'une façon générale, juste pour terminer ce petit mot auprès des admins qui savent ça 5 sur 5, de dire il faut qu'on prenne le temps de mettre en place des outils de surveillance du réseau de l'entreprise, même des choses simples. Il y a tout ce qu'il faut dans l'environnement Microsoft pour faire ça. Et surveiller, c'est déjà avoir fait un excellent pas parce qu'on va peut-être découvrir avant que ce soit trop tard. On va voir des dérives, on va apprendre plein de choses. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de surveillance de ce qui se passe dans Active Directory, etc., sur plein de sujets. On va surveiller le réseau, on va surveiller Internet, parce que quand il n'y a plus Internet, bah, ça ne va plus. Mais il y a plein de choses autres qu'on devrait surveiller, qu'on ne surveille pas. Sinon, on ne verra pas arriver le crypto, on ne verra pas arriver l'attaque. Déjà qu'en surveillant, ce n'est pas facile. Mais voilà. Donc, il faut qu'on prenne le temps, nous les techs, les admins, et puis les dirigeants, de laisser aussi du temps, de dire, prends un peu de temps, mets en place 1 ou 2 outils, pour voir un petit peu si tout va bien dans ce réseau et dans mon système d'information. Cyril, de façon générale, ça c'est vraiment critique. Oui. Ouais. Cyril, juste une petite question technique toute bête. Je vois du SMB crypté, c'est-à-dire les nouvelles versions de SMB incluent du cryptage ou c'est qu'on fait du IPsec par-dessus? Non, c'est SMB lui-même qui inclut du cryptage. Donc pour parler moins technique, en fait, quand un utilisateur vient chercher un fichier sur le serveur de fichiers, on peut demander au serveur de fichiers que ça se passe de façon cryptée. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui essaye de surveiller le réseau ne comprend rien, ne voit pas passer le fichier, déjà s'il est copié, collé, déposé, etc. Et ne voit pas passer en fait les modifications sur le fichier. Donc, c'est vraiment le serveur de fichiers dans le partage à qui on demande de faire du cryptage. Ça se fait en une seule ligne en PowerShell avec un new SMB share, voilà, pour répondre. D'accord. Et ça, du coup, c'est à quel niveau OSI? Ça m'interpelle, c'est pour ça. Parce qu'on a déjà le IPsec entre la couche 2 et la couche 3. Alors IPsec est tout en bas, et IPsec en fait du cryptage de trafic pour toute la communication, alors que SMB c'est beaucoup plus haut. C'est du 5. On va avoir un cryptage, 5. voilà. Ouais. Oui, 5, oui. On crypte que l'accès à un partage. Donc l'utilisateur D'accord, ok. Faire du web, faire autre chose, c'est pas crypté. Voilà. Ok, donc très bien, merci. voilà,
Je vais, si vous avez encore 2 minutes, parce qu'il ne reste presque rien à vous proposer, et après, bien sûr, on peut continuer d'échanger un petit peu en dehors quelques minutes. Après avoir dit tout ça, évidemment, mais ça va nous déprimer de dire ça à la fin, donc je vais faire très court. On a envie à un moment donné de se dire, bon, ok, si ça arrive, quel est l'impact? Quel est l'impact? Combien ça me coûte? Et bien sûr, tous les sujets y passent. Combien ça me coûte en argent? Combien ça me coûte en décrédibilisation, en réputation? Vous voyez le petit 4, la réputation, la confiance. C'est vrai qu'au VH, bah, il n'était pas tout à fait en faute. Enfin bon, disons qu'en tout cas, c'était dans le contrat. Mais en réputation, ça aura coûté très très cher, certainement. On peut l'imaginer. Donc, il y a, voilà, je perds de l'argent, je perds ma réputation est ternie, et puis je vais dépenser de l'argent après pour réagir et pour remettre en place les choses, donc les coûts techniques. Et puis finalement, bah, mon activité, elle se fait plus. Ma caisse au supermarché, elle marche plus, donc je perds tant de l'heure. Ou bien les rouleaux d'acier chez ArcelorMittal, ils sortent plus, et c'est tant de centaines de milliers d'euros de l'heure. Donc voilà, il y a cette espèce de, il y a forcément cette analyse en se disant, si ça arrive, après on peut dire quoi précisément, si ça arrive, comment ça va se passer et combien ça va me coûter. Et ça, on ne prend pas forcément le temps de le faire ou d'essayer de l'imaginer. Je ne veux pas nous déprimer, et je vais donc aller vers la fin. Une petite chose encore qui m'est arrivée sur certains sites, c'est de dire, bon d'accord, on a été attaqué. Bon, très bien. On avait envisagé que si on nous cryptait le serveur de fichiers, on avait des sauvegardes. Si on nous abîme le logiciel de contrat, on peut rappeler l'éditeur, on a un contrat de laisser là sous 4 heures, etc., etc. Donc on a envisagé comment on allait repartir, mais on n'envisage pas forcément la possibilité de ne pas arriver d'être encore sous l'emprise de l'attaque. C'est-à-dire que l'attaque a fait du dégât. On ne peut pas réparer comme ça, parce qu'on sait qu'il va falloir des mois. Ubisoft, c'est en année. Et donc, finalement, on est dans une situation différente de ce qu'on avait prévu. C'est comment je continue de travailler sans avoir pu régler le problème. Par exemple, à toute petite échelle, vous n'avez pas de chance, vous avez reçu un virus qui vous a crypté vos fichiers. Vous n'avez pas encore décidé ce que ça va être la suite. On vous a demandé une rançon, on vous a demandé 10 000 euros, etc. Est-ce que vous allez payer, pas payer? Le temps va s'écouler. Est-ce que vous allez mettre du temps à prendre cette décision, etc. Et donc, là, ce qui est intéressant aussi, c'est d'imaginer que c'est arrivé. Est-ce que vous pouvez continuer de travailler, par exemple en mode dégradé? Jusqu'où il va ce mode dégradé? Pendant combien de temps vous allez pouvoir tenir cette situation où finalement vous vivez avec le problème, avec vos fichiers cryptés, avec votre logiciel de contact qui veut plus se lancer, etc., etc. Et j'ai trouvé intéressant sur certaines situations de penser à ça et même de le prévoir, de se dire, si jamais c'est ça qui arrive et qu'on n'a pas la solution tout de suite, comment est-ce qu'on peut vivre avec? Et dans certains scénarios, se poser cette question, ça permet d'imaginer des nouveaux contournements et de finalement se dire, tu vas voir, on va arriver à vivre avec, ça va être moins bien, ça va être moins pratique, mais on va y arriver et on va même pouvoir tenir longtemps. Et ça ouvre d'autres perspectives. Alors peut-être plus à grande échelle ou à moyenne échelle qu'à petite échelle. On a eu une expérience, rapidement, quelques mots, d'un expert comptable auprès de chez nous qui a été crypté. Et pour la même somme finalement que la rançon qui était demandée, il n'a pas voulu payer. Pour la même somme, il a préféré embaucher 2 intérimaires qui ont ressaisi toutes ces données, parce qu'il avait toutes les données en papier pour la plupart. Et il a préféré voilà. Donc pendant 2 mois, en fait, il y a eu la ressaisie des dossiers clients. Et voilà, j'ai à côté pareil que payer la rançon, mais il préférait ça. Et voilà, il a fait vivre 2 personnes pendant 2 mois au lieu de faire vivre le pirate. Il a pu tenir 2 mois, donc il avait estimé que c'était mieux comme ça. C'est ça. Voilà. Donc là, on est vraiment dans cette démarche de se dire, si ça arrive, pendant combien de temps je tiens aussi, parce que c'est ça, ça va être ça la question. Voilà, enfin, je veux pas déborder, presque pas, pardon, un petit peu quand même. J'en termine avec une petite information sur la sauvegarde pour redire, on sait très bien qu'il faut sauvegarder, mais moi, le premier, j'accorde pas assez d'importance à cette sauvegarde. Il faut bien se dire que tant qu'on a une sauvegarde, tout peut repartir très vite.
Donc, c'est aussi bête que ça, ce discours. Alors, il y a plusieurs niveaux de sauvegarde, effectivement. Ça va être, est-ce que c'est juste une sauvegarde tous les soirs, et puis si ça ne va pas, je peux la remettre. Bon, donc là, j'ai une démarche à faire, j'ai une coupure de service. Et puis, ça peut être d'autres technologies qui font des sauvegardes pendant que je travaille, sur d'autres sites, externalisés, etc. Donc, c'est des technologies qui vont être certainement un petit peu plus compliquées à mettre en œuvre, peut-être un petit peu plus chères, mais qui vont m'amener un niveau de continuité de service plus élevé. Je vais encore mieux dormir la nuit parce que je sais que non seulement j'ai des sauvegardes, mais elles peuvent être réactivées ou activables très, très facilement. Alors, techniquement, il y a des tas de solutions, dont celles qui sont sur le slide dans l'environnement Microsoft, jusqu'à des sauvegardes permanentes, temps réel, où vous avez vos données qui vont ailleurs, en mirroring, on va dire, qui sont donc a priori plus coûteuses, etc. Mais voilà, donc en tout cas, même si on est une toute petite entreprise ou même quelqu'un tout seul, faites des sauvegardes, c'est une lapalissade, mais tant qu'on a des sauvegardes, tant qu'elles remontent suffisamment loin dans le temps pour arriver avant l'attaque, parce que malheureusement, on n'est pas forcément au courant de l'attaque tout de suite. Vos fichiers sont peut-être cryptés depuis 6 mois, sauf que il y a 6 mois, il a réussi qu'à encrypter qu'une petite partie, sauf que vous ne l'avez pas vu, et vous le voyez que maintenant qu'il est arrivé à aller jusqu'au bout. Donc en fait, vos sauvegardes qui remontent il y a 2 mois, elles ne répondent pas à ce qu'on voudrait, on a quand même perdu plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre de l'énergie, un peu d'argent dans l'outil de sauvegarde, quel qu'il soit, parce que tant que vous avez des sauvegardes et qu'elles remontent assez loin, quelque part, on est quand même, on ne va pas empêcher l'attaque, mais par contre, on va avoir la solution. Donc c'est voilà, c'est juste pour dire ça très, très simplement. Et j'en termine avec une dernière suggestion. C'est vraiment une question ouverte. Qu'est-ce qu'on doit changer pour essayer de se protéger contre ces attaques d'une façon très générale? L'informatique, donc les IT, tous les jours, normalement, essayent de trouver des idées, d'appliquer les bonnes pratiques, etc. Donc, ils changent tous les jours d'habitude, presque vraiment. Et puis les utilisateurs, nous, en tant qu'utilisateurs, c'est vrai qu'il faut aussi qu'on prenne bien en compte la mesure du problème de sécurité. C'est à la télé, c'est sûr, mais c'est aussi très, très concrètement chez le voisin, dans l'entreprise à côté, ou comme pour moi, dans l'hôpital d'à côté. Donc, il nous faut des mots de passe complexes, il nous faut des doubles authentifications avec notre téléphone, où on reçoit notre PIN, notre authenticateur, ou notre empreinte, etc. Il ne nous faut pas laisser traîner notre clé USB, il nous faut verrouiller notre ordinateur, il nous faut être vigilant sur les choses qu'on clique, les messages qu'on reçoit, etc. Toutes ces précautions qu'on connaît, mais voilà, une seule personne peut bloquer toute une entreprise, ça peut durer des mois sur un petit coup de mou ou quelqu'un qui a abusé de vous. Donc, enfin, de votre concentration, on va dire. Si quelqu'un veut, voilà, je vous propose, pardon d'avoir malgré tout un petit peu débordé, mais on peut échanger encore un petit peu avec grand plaisir. Et en tout cas, si vous devez nous quitter, merci déjà d'avoir été présent et j'espère que ça a pu amener des idées et de l'information. Voilà, déjà, on reste là, on peut continuer d'échanger. Ouais. Certaines personnes sont parties, mais en disant qu'elles le verront à la fin sur le replay, en fait. Voilà, effectivement, au niveau des horaires, c'est un peu chaud pour beaucoup de monde. Mais oui, on peut rester là un petit moment à discuter sans aucun problème. Merci aux participants qui sont encore là. Et voilà, comme on vous l'a dit, vous aurez un replay. Et si vous voulez rester poser des questions, ou si vous voulez poser des questions par la suite aussi, n'hésitez pas à nous écrire.